Bonjour tout le monde. Alors, on va déjà commencer par se présenter un petit peu tous les deux. Je te laisse la parole, David. Donc, pour faire court, globalement, j'ai 29 ans, j'ai commencé Splunk lors de mon alternance à la Banque de France, du coup en 2019. C'est là-bas justement que j'ai rencontré Sébastien. Et après, du coup, depuis 2022, je suis chez Extia en tant qu'expert Splunk et maintenant aussi expert du net aussi. Du coup, à toi la main. Et du coup, moi, je m'appelle Sébastien, donc j'ai 41 ans. Euh, j'ai commencé Splunk en 2016 côté BNP CIB. Et puis après, j'ai intégré en 2019 Extia côté Paris 13. Et puis depuis 2023, donc depuis peu, j'ai atterri à l'agence de Lille, toujours pour de l'expertise de Splunk. Et pour la petite anecdote, donc on s'est rencontré avec David en 2019 à la Banque de France et je l'ai fait rentrer chez Extia pour me rejoindre en tant qu'expert Splunk chez Arval. Alors, du coup, on va vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, pour ceux qui le connaissent un petit peu, ça sera un petit peu réchauffé, mais on va vous présenter ce que c'est Splunk et à quoi ça sert exactement, enfin ce qu'on en fait au quotidien avec David. Donc Splunk, pour faire simple, c'est un outil, c'est un produit qui va intégrer l'ensemble des logs, des fichiers, enfin toutes données qu'on peut avoir dans le SI, et du coup les agréger. Il va tout condenser dans sa grosse base de données, si je peux dire ça comme ça. Et puis ça va permettre de le rendre compréhensible. Et puis pour toutes les équipes techniques, ça va surtout permettre d'avoir toutes les données à un seul et unique endroit. Donc Splunk peut prendre pas mal de données, que ce soit des fichiers, des répertoires, des données réseau, des données Windows, et des HTTP, Event Collector, des métriques, enfin, pas mal de choses, quoi. Alors comment il fonctionne Splunk? Je vais rentrer un petit peu dans les détails. Splunk va collecter l'ensemble des données, des logs, des métriques, plein d'autres choses via ses agents, ce qu'on appelle des universal forwarders. On peut aussi le connecter à des bases de données. Donc on a un outil qui s'appelle DB Connect. On peut interroger d'autres données, intégrer d'autres données via des HTTP Event Collector. Et tout ça, c'est stocké dans ce qu'on appelle un indexeur. Donc on peut en avoir un ou plusieurs qui seront en cluster. Et pour récupérer l'ensemble de ces données, les utilisateurs se connectent sur des sortchains, qui est la grosse interface graphique de Splunk. Et du coup, ils vont requêter la base de données, donc l'indexeur, pour avoir leurs résultats. Alors que peut-il ingérer? J'ai fait un gros aparté tout à l'heure. Donc des logs, des métriques, des traces, des données en provenance de bases de données, Oracle, SQL, Postgre, enfin tout ce qu'on peut avoir, via des connexions API. euh, la récupération de données par des systèmes, données systèmes, pardon, que ce soit CPU, mémoire, disque, processus, service. Et pour tout ça, on peut se servir d'apps qu'on retrouve sur sur une URL de Splunk qui s'appelle la Splunk Base. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, en fait, on peut avoir des modules. On parlait tout à l'heure des services Windows ou des services Linux. On a ce qu'on appelle un TA Windows ou un TA Linux, et du coup, ça va permettre à Splunk d'intégrer l'ensemble des données système Linux ou Windows dans ces bases de données, d'avoir un dashboard, comme là on peut le voir à l'écran, qui est préformaté, qui va nous créer tous les sources types, enfin tout le parsing qui va bien pour que ça soit plus facile. Généralement, Euh, à l'intérieur d'une app, il va y avoir tout un tas de scripts, mais c'est la sortie de ces scripts qui vont être ingérés par Splunk et après qu'on va pouvoir utiliser pour tout un tas de manipulations, soit pour mettre sous format de tableau, soit pour créer des alertes. et puis je parlais de tout à l'heure de parsing, c'est-à-dire que ces scripts vont formater la donnée euh, dans quelque chose de plus compréhensible. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'un file system. Le file system, on va avoir son nom, son point de montage,
On va avoir sa capacité, son utilisation, et tout ça en différentes métriques. Et après, nous, on peut les retravailler pour que ça soit plus compréhensible. Admettons, les 3/4 du temps, c'est du kilo-octet. On va essayer de le convertir en gigaoctet pour que ça soit plus facile à lire, parce qu'aujourd'hui, on passe plus en giga qu'en kilobits. Est-ce que tu as des choses à rajouter, David? Je pense après au niveau des apps, généralement après, des fois elles vont se être en deux parties. Il y aura une app qui va vraiment être pour la collecte, et après il y aura une app qui va être plus pour avoir des dashboards intégrés. Mais généralement, vu qu'il y en a une qui va être plus la destination des forwarders, donc des serveurs de collecte, et il y en a une qui va être plus sur tout ce qui est search ad, donc là où on va jouer nos recherches. C'est deux apps différents qui sont nécessaires. Par exemple, là, j'en ai une qui me vient en tête, c'est par exemple pour Dynatrace. On a l'add-on qui va permettre de collecter la donnée. Et après, il y a l'app qui va fournir des dashboards déjà tout faits par rapport à cette donnée. Est-ce que tu peux cliquer, admettons, sur les petites vues qu'on voit juste en dessous? Ça permettra de donner des exemples de dashboard visuellement. Donc là, par exemple, c'est tout un tas de dashboards peu formatés. Généralement, il y a juste à donner l'index, parfois à remplir quelques lookups pour avoir des informations supplémentaires. Mais globalement, ça fait le plus gros du travail en amont. Et si on a suivi plus ou moins la doc d'installation, Après, ici, je ne sais pas si... Bon, il n'y a pas de taux d'installation, mais généralement, c'est relativement simple. Plus si on sait montrer... Enfin, on verra si on peut vous montrer par après. du coup, en fait, en gros, si on a voilà, la doc d'installation et qu'on la suit, des fois, ils peuvent nous indiquer un index à utiliser, qu'ils utilisent dans leur dashboard. Donc, du coup, on va créer l'index qui va bien. Et tout ce qui va être les add-ons qui ont collecté, bah, ils iront le mettre correctement au bon endroit, quoi. Donc, après, je pense que ça va être presque tout pour les apps fournies par Spring. Certaines sont d'ailleurs supportées par Spring, d'autres pas du tout. Et après, c'est pareil, si malheureusement vous ne trouvez pas d'app déjà faite pour votre application, bah, vous pouvez toujours, à l'aide d'un script ou autre, intégrer la donnée par vous-même, ce qui est relativement souvent le cas pour pouvoir formater exactement ce qu'on veut ou sortir précisément une donnée précise. Après, on peut créer des apps, enfin, ça nous est arrivé avec David de le faire. On a un besoin d'un client pour un service, on va créer une app nous-mêmes. Alors du coup, on la trouve pas dans le Springbase et on va collecter les données en fonction de ce qu'on a besoin. Donc, soit les données, on les intègre déjà via les logs avec les Universal Forwarders, soit avec des scripts, soit autres. Et du coup, bah, cette app, voilà, c'est nous qui allons la mettre à jour, c'est nous qui allons la maintenir. Et si on a un souci avec, malheureusement, on ne peut pas s'appuyer sur le support Splunk. Alors du coup, on va vous présenter des exemples concrets de ce qu'on peut à peu près faire avec Splunk. Enfin, je dis à peu près parce on peut faire pas mal de choses. Déjà, on va vous parler du Splunk Core. Donc c'est la base de Splunk. C'est l'interface graphique. Donc du coup, bah, c'est ce qu'on a un peu expliqué juste avant. Donc on va agréger agréger, rechercher, faire des reporting, des alertes. Du coup, ça nous donne un éventail plus large aux données. Quand je dis ça, admettons, bah, voilà, on a une équipe qui a des logs sur 10 serveurs à différents endroits et elle a besoin de rechercher une alerte. Bah, du coup, pour elle, ça va être plus facile de taper le nom de son index, mettre une source ou pas. On n'est pas obligé de mettre une source, mais on peut lui mettre un mot-clé. Mettons bah, erreur fatale ou autre. Et du coup, bah, Splunk va chercher dans sa base de données sur son index dédié à l'équipe. Et puis du coup, bah, il va avoir toutes les données liées à son problème et les retrouver beaucoup plus facilement. Une intégration flexible de données, bah, du coup, voilà, on peut récupérer de n'importe où, que ce soit les bases de données, que ce soit des logs ou autres.
On peut faire des recherches, du coup, c'est beaucoup plus flexible. On peut avoir du temps réel. Alors, c'est un sujet où on est tous les deux d'accord avec David, c'est que le temps réel n'existe pas en monitoring parce qu'il faut du temps. On va récupérer la log, ça passe par le réseau, donc on perd, on l'a pas en instantané. Alors c'est une histoire de quelques secondes, hein, mais en monitoring, on ne parlera jamais de temps réel. Mais voilà, Splunk fait du quasi temps réel, si vous voulez. Du coup, on peut créer des applications personnalisées, ce qu'on explique un petit peu plus tôt. On peut avoir des applications qui sont dédiées par Splunk, qui ont été créées par Splunk. Et du coup, Splunk peut être soit dans le SaaS, donc c'est un Splunk clone un petit peu différent. Et là, c'est Splunk qui a entièrement la main sur les mises à jour, sur la puissance des machines qu'on va avoir. Voilà, c'est en fonction de ce que nous, on va payer qu'on aura un peu plus de puissance de calcul ou pas. Et après, en entreprise, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, ce qu'on appelle le on-prem. Et là, c'est nous qui gérons. Donc, si on veut des machines un peu plus puissantes, faut qu'on aille voir les services, qu'on demande les machines un peu plus puissantes. Les mises à jour, elles sont totalement à notre charge. C'est nous qui allons télécharger le package, l'installer, gérer toute l'administration de la plateforme Splunk, qui n'est pas le cas quand on est dans le SaaS. Est-ce que tu as des choses à rajouter que j'aurais pu oublier, David? Non, quasiment. Là, comme ça, j'ai pas d'autres points. Alors, dans ce qu'on voit là à l'écran, on voit donc la partie qui est un peu plus en haut à gauche. Donc, c'est ce qu'on appelle du SPL, donc c'est le langage propre à Splunk, qui ressemble, pour ceux qui peuvent venir du monde de la data, un peu des requêtes SQL. Donc l'idée, c'est d'écrire son SPL. Donc là, on voit qu'on appelle un index, donc qui est propre à Splunk pour le coup. Une source, donc on peut mettre des wildcards ou pas. Et puis après, on va écrire son code au fur et à mesure pour obtenir un beau dashboard que vous voyez tout en bas à droite. Ce dashboard a été fait pour monitorer l'ensemble des recherches qui sont faites, donc qui sont schedulées, ce qu'on appelle des safe search, et pour savoir si elles n'étaient pas consommatrices au niveau de la plateforme. Donc si elles sont trop consommatrices, qu'elles durent trop longtemps dans le temps, du coup elles prennent des ressources à Splunk. Et du coup, si on est plusieurs dessus, en général on l'utilise, on est beaucoup, on perd en puissance au niveau du calcul. Donc là, en gros, sur ce dashboard, en rouge, on voit qu'on n'a pas de recherche qui dépasse l'heure. Si on estime qu'une recherche dépasse l'heure, ça devient gênant pour Splunk et pour la plateforme. On en a 29 qui sont warning, qui sont entre 2 minutes et 1 heure. Alors voilà, à étudier pourquoi elles sont en warning. Et donc on en a 5342 qui sont OK, donc elles sont en dessous de 2 minutes. C'est ce qu'on nous préconise quand on fait une recherche dans Splunk. Ouais, globalement, c'est bête, hein, mais plus on va vouloir aller dans le temps, plus ça va prendre du temps. Et du coup, généralement, plus il faut être précis directement la ligne 1, au plus vous êtes précis sur ce que vous voulez chercher, au plus le reste de la recherche sera rapide. Et pourquoi on met du temps, je rebondis sur ce que tu viens de dire, David, quand on recherche dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, Splunk, quand il est dans ses bases de données, il crée ce qu'on appelle des buckets. Donc il y a des buckets hot, warm et cold. Et puis on va descendre dans le cold, plus la donnée est compressée. Donc pour Splunk, il va falloir qu'il aille décompresser sa donnée pour la retranscrire à l'affichage. Donc rassurez-vous, hein, si vous l'avez appelé une fois et que vous voulez la rappeler plusieurs fois dans la journée, c'est pas gênant parce que Splunk met dans un fichier tampon ce qu'il a décompressé pour que vous puissiez le rappeler plus rapidement dans la journée. Bon, par contre, le lendemain, il faudra recommencer par cette étape-là. Un deuxième petit module de Splunk qui est Splunk ITSI. Donc là, je vais laisser parler David pour Du coup, qu'il parle. Splunk ITSI, c'est plus un module qui a été créé pour pouvoir faire de la supervision à partir de Splunk directement. Du coup, en gros, vous allez pouvoir modéliser vos applications sous forme d'arbres.
Donc partir par exemple des serveurs de base de données pour arriver au serveur de front-end. Cela va permettre par exemple de voir sur une application où sont les problèmes qui surviennent au niveau des serveurs. Globalement, ça va, enfin, ça prend un peu de temps la première fois à créer, mais globalement, ça permet vraiment d'avoir une vue complète de l'état d'une application rapidement. Après, du coup, ils mettent à disposition, je sais pas si on le voit au niveau des screens, non. Mais en gros, ils mettent à disposition, un peu comme dans tous les outils de supervision, un backlog pour que les pilotes puissent prendre des alertes et pouvoir justement enfin, créer par exemple des tickets par rapport à ces alertes ou au moins faire des actions. Après, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, du coup, moi, ce que je vous ai parlé, c'est le service Alignizer, donc représenter l'application sous forme d'un arbre. Ici, c'était une application qu'on avait fait chez Arval de téléphonie, du coup, qui fonctionne dans tous les pays du monde. Et il souhaitait pouvoir voir justement quel pays était KO ou pas à un moment T. Du coup, c'est là où on a pu créer un constable qui permet justement de voir, par exemple, qu'en Amérique latine, bah, les KPI n'étaient pas très bons. Alors que, mais bon, après tout ça, c'était du coup enfin, tout un tableau à créer à partir des services qui ont été définis en amont. Et après, par exemple, quand vous voyez que vous avez des problèmes de latence, et pour savoir exactement qu'est-ce qui a commencé la latence sur un serveur, vous avez ce qui s'appelle le deep dive, et qui va pouvoir voir tous les paramètres liés à un serveur ou plusieurs en parallèle, et pour pouvoir essayer de voir ce qui a commencé la dégradation de service. Et avec ces deep dives, on peut aussi faire une comparaison. Si on sait qu'on a eu un incident il y a quelques mois, quelques années, on peut revenir dans le temps et comparer, savoir si on a eu le même souci euh, à ce moment-là ou est-ce que c'est totalement autre chose. Si tu as quelque chose à rajouter d'autre aussi pour ça. Et puis, du coup, ce que disait David, avec les notable events, en gros, la gestion des incidents dedans, avec, avec ITSI, on peut le relier à un outil de ticketing. Alors, là, côté Arval, on l'avait fait avec ServiceNow. Et du coup, on peut éventuellement donc, créer automatiquement un ticket. Déjà ça, on peut s'amuser du coup à récupérer les données de ServiceNow et savoir si on a eu X incidents pour cette équipe. Donc du coup, l'équipe peut voir s'ils ont des incidents en cours ou pas du tout, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, globalement, c'est ce qu'on avait fait chez Arval et à la Banque de France, pouvoir mettre en place un backlog qui va directement dans un outil de ticketing pour les supports. Donc maintenant, je vais te laisser passer à la partie sécurité. Et du coup, un des gros points forts de Splunk, c'est l'entreprise security, donc qui est un module SIEM, qui va en gros récupérer l'ensemble des logs de la cybersécurité pour en faire un beau dashboard, un peu comme ITSI, hein. C'est un ITSI différemment, un peu plus poussé. Et du coup, on va pouvoir analyser nos données, le comportement, les attaques qu'on peut avoir. On peut enlever le bruit, parce que sur côté cybersécurité, on peut avoir du bruit sur des événements, savoir si c'est du faux positif ou pas. Donc c'est ce que va pouvoir nous faire en gros Enterprise Security. Et du coup, on a aussi une visu globale de notre environnement, plus le silotage de données. On peut interagir assez rapidement, on peut détecter rapidement les menaces de tout ce qui se passe au niveau de la sécurité. Donc là, vous voyez un petit peu un cas de figure de ce qu'on peut faire avec Enterprise Security. Donc
une analyse de risque, une détection de risque, et en bas, on voit un petit peu ce qu'on utilise aussi côté ITSA, le Notable Event, donc qui va générer des incidents dans Splunk et du coup, éventuellement le relier à un outil de ticketing. Pour mon exemple, en gros, côté Decathlon où je suis actuellement, on, on va le relier à notre outil de ticketing pour que, en fait, voilà, il génère automatiquement des incidents, qu'on puisse les tracer et au fur et à mesure, Splunk va devenir l'outil central de monitoring côté cybersécurité. Du coup, par exemple, normalement, quand vous allez arriver sur Spring, vous allez potentiellement arriver sur cette interface. Ou alors, je sais pas si on Je peut crois qu'on arriver, arrive sur celle qui défile avec toutes les apps sur le côté mais je sais pas si gauche. Un clic sur Splunk Enterprise, je crois qu'elle devient par défaut. non, ça nous amène pas. Ils ont modifié. Ok. Mais globalement, ici, c'est l'interface de base pour faire des recherches. Du coup, moi, je sais que mon index qui va m'intéresser ici pour le test, c'est l'index main. Du coup, je vais pouvoir voir tous les événements qui sont dans cet index globalement. On peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Et ici, je vais avoir tout un tas de champs qui sont déjà pré-extraits par Splunk. Soit parce qu'il y a eu un props.conf qui a été fait, soit parce que des fois c'est du key equal value. Et là, pour l'exemple, on voit un source type Access Combine. C'est un source type propre à Splunk qui comprend les données web, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, en fait, il va parser la log correctement. C'est ce qui permet d'avoir les interesting fields sur le côté, où on va retrouver les champs qui nous intéressent correctement, quoi. Par exemple, si on veut voir tous les achats, on a juste à cliquer et on verra tous les achats. Oui. Par exemple, la recherche enfin, la fin que j'ai fait, le time chart counts by status, ça permet de voir globalement sur la période de temps la quantité enfin, d'achats qui ont été en succès par rapport à ceux qui ont été en défaut juste en dessous. Alors, pour vous donner un petit contexte, c'est un serveur que Splunk nous prête gentiment. Donc, en gros, on est une entreprise qui vend soit des jeux vidéo, soit du textile. Et donc, du coup, voilà, on a des données sur ça et on n'a pas de données la nuit parce que les serveurs sont arrêtés. Du coup, par exemple, on peut voir que ouais, par rapport au ratio de hockey par rapport au ratio d'erreur, il est quand même relativement élevé. Du coup, c'est tout un tas de manipulations au niveau de la recherche qui vont permettre de pouvoir afficher potentiellement des graphiques pour les équipes. Après, il me semble du coup, il y a un tableau de bord qui est déjà fourni. Du coup, sur cette vue, vous allez dans Dashboard et là, vous allez pouvoir voir les tableaux de bord sur lesquels vous avez accès. Donc, du coup, ici, c'est le tableau de bord qui permet de voir l'état de la société Buttercup. Donc, par exemple, à chaque fois, vous allez avoir un schéma. Derrière, vous pouvez voir à chaque fois quelle est la recherche. Je vais me quitter que, excusez-moi, je partage juste l'écran et qu'il a ouvert dans un nouvel onglet. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Du coup, ici, c'était le dashboard, comme je le disais. Du coup, à chaque fois, vous allez avoir tout un tas de recherches derrière qui ont été déjà prédéfinies par quelqu'un.
Pour simplement voir ce qui se passe derrière, vous cliquez sur la petite loupe et ça vous amène à la recherche. Donc ici, bah, vous pouvez voir que globalement, c'est la recherche que j'avais fait tout à l'heure sous format de bâtonnet. Après, vous pouvez mettre sous différents formats, avec un format avec des barres ou un format avec des line charts. Ce sont les deux les plus populaires. Après, sur les visualisations, en fonction de ce qu'on veut, et si on ne trouve pas forcément une visualisation, on peut les retrouver sur le Splingbase. On tape des Wiz, et du coup, on va trouver d'autres Wiz visualisations qui pourront nous intéresser, quoi. Après, ici, on n'a pas, je pense, l'exemple du nouveau tableau de bord, malheureusement. Si tu fais Save As, Ok. alors, pour la petite histoire, là, ce qu'on vous montrait, c'est ce qu'on appelle l'ancien dashboard de Splunk. C'est celui qui a commencé au début de Splunk et qui a évolué au fur et à mesure. Aujourd'hui, Splunk a rendu une interface un peu plus sexy, si on peut dire ça comme ça, et un peu plus malléable, et qu'ils appellent du coup le Dashboard Studio. Donc en gros, tous les panels qu'on va rajouter, on peut les déplacer, on peut les réduire, on peut en faire ce qu'on en veut. On est un peu plus libre que sur l'ancien dashboard où on fonctionne par bloc. Après, potentiellement, enfin, pour certains sujets très spécifiques, on aime beaucoup l'ancien dashboard parce que si je vous montre par exemple en arrière-plan ici, ça va être simplement du HTML, et du coup, enfin du XML, pardon. Et du coup, ça va être beaucoup plus malléable. Là où le nouveau dashboard, ça va être du JSON, et du coup, si ça sort en dehors des briques, ça fonctionnera pas. Il n'y a pas la possibilité, par exemple, comme dans l'autre, de mettre du JavaScript ou quoi, pour vraiment personnaliser son dashboard de fond en comble. Alors après, c'est un Dashboard Studio est toujours en cours d'évaluation. Je sais que sur la dernière version qu'ils ont publiée sur le cloud, on commence à avoir ce qu'on appelle le drill down. Donc en gros, si on veut cliquer sur une valeur ou autre, on peut avoir les events qui s'affichent. On peut avoir, on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Là, ça avance au fur et à mesure, et je pense que c'est en fonction de ce que nous on remonte auprès de Splunk qui font qu'ils améliorent au fur et à mesure ce dashboard-là. Normalement, là, j'ai fait que si je clique dessus, ça me renvoie sur l'autre dashboard. Mais par exemple, ça permet de modifier des tokens, donc ça va être comment expliquer en gros, les tokens, c'est ici, si vous voulez rajouter des inputs pour pouvoir personnaliser tous les tableaux de bord qui sont en dessous. Faudrait que tu sois dans le source. Là, vu que c'est des données. En gros, pour développer l'explication de David, un token, si on prend le $0,0, si on veut le rendre cliquable et qu'il aille sur un autre dashboard et qu'il remplisse des champs, on va utiliser différents tokens. Et du coup, quand on va cliquer sur cette valeur-là, il nous donnera la valeur qui nous intéresse au fur et à mesure. Si je prends un exemple, on est dans un tableau, on a plusieurs lignes, on peut dire, voilà, tu me récupères la valeur de la ligne numéro 1, 2, 3, et vice-versa. Et du coup, quand il préchargera le résultat en mode event ou un autre tableau ou autre chose, et on aura les valeurs pour la ligne que sur laquelle on a cliqué. Du coup, Et du par coup, ils exemple, servent ici, on aussi. pourrait vraiment filtrer. Par exemple, si je veux que les 503, on pourrait juste modifier ici et dire.
Du coup, ici, j'ai vraiment plus que les erreurs 503 qui sont présentes. Après, c'est tout un tas de paramètres où il faut jouer un peu avec les dashboards pour les maîtriser au fur et à mesure. Mais c'est relativement simple à prendre en main. Mais ici, vu que bah, il faut se dire ici dans la recherche, du coup, ça a fait status égale 503,400. Et du coup, d'office, ça n'existe pas. Du coup, là, il faudrait faire des manipulations en plus pour pouvoir le mettre sur deux lignes et que ça fonctionne. C'est même pas ça. Ça faudrait, je vais essayer. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à montrer? On pourrait montrer une création d'une apps. Je ne sais pas si on va avoir les droits sur cette instance de test, mais en fait, vous cliquez sur Apps, Manage Apps, et du coup, vous arrivez sur une vue qui va nous montrer toutes les applications qui sont installées sur notre instance. Et si on fait Create Apps, du coup, on va créer l'apps nous-mêmes, quoi. Donc il y a des valeurs qui sont par défaut à remplir, donc le nom. Je crois que le folder se remplit automatiquement. Non, il se remplit pas automatiquement. Mais voilà, en général, on met à peu près la même chose. La version est quelque chose d'obligatoire. Il faut un 0 en plus, David. Visible ou pas, donc ça nous permet de la rendre visible dans l'onglet Apps ou pas du tout. En gros, les TA ne sont pas visibles. Donc du coup, on les voit pas dans l'apps, mais ils sont installés sur la machine. L'auteur, c'est obligatoire ou pas. La description, c'est facultatif. Et puis le template, en général, on met toujours Barbel. Du coup, Donc là, maintenant, on va le voir qui apparaît ici. Et du coup, ça permet de sectionner les dashboards liés, par exemple, à une application en particulier. Pareil pour les alertes ou autres. Et comme ça, par exemple, je peux dire à telle application, bah, tous vos dashboards sont situés dans cette app. Et c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Et même en termes pour donner des droits ou autre. et de plus, l'apps, en fait, là, on arrive sur une apps qui est par défaut. On va retrouver Search, Analytics, Dataset, Report, Alert, Dashboard. Tout ça est personnalisable, hein, comme on a envie. On peut créer un menu propre à nous. On peut s'amuser à lui mettre un petit logo Meetup pour jouer dessus. Et puis après, on peut créer nos dashboards. Après, par exemple, ici, vous pouvez décider de qui peut avoir le dashboard que vous avez créé, s'il est partagé ou pas dans l'apps ou pour tout le monde. Enfin, généralement, on va préférer le partager juste dans l'apps, à part sauf cas exceptionnel. Mais par exemple, ici, bah, on veut pas forcément que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui se passe dans vos dashboards. Par exemple, si vous êtes de la sécurité ou autre. Et pareil, on parle de rôle et de permission, on peut limiter les index à certains groupes d'utilisateurs. Par exemple, l'équipe qui fait de la vente, on ne veut pas qu'elle voit les index de la sécurité ou de la logistique ou autre. Du coup, on lui limite ses droits en fonction de ce que nous, on a défini. Par exemple, ici, pour les users, on peut voir que le hall est coché, donc ils ont accès à tous les internal index. On pourrait très bien le décocher et dire bah, maintenant vous avez juste accès au main et c'est tout. Ouais. Comme on Et peut comme ça, on peut faire. restreindre les utilisateurs sur une recherche en particulier.
après, je sais pas du tout. Là, on a fait le tour, je pense. On a fait un petit peu près le tour. Après, pour présenter l'interface, on a la console d'administration qui va nous permettre de voir des informations. Donc là, je sais pas si elle est pleinement remplie. Non, ici, elle Euh, tourne pas. mais en gros, on va retrouver l'utilisation de notre licence, l'utilisation des CPU, si parce que là, on est sur une version on-prem, de la mémoire. Enfin, on peut avoir le nombre d'utilisateurs connectés. Enfin, on va retrouver l'état de santé de notre plateforme Splunk, y compris des indexeurs. Je se Un retrouve point qu'on ici n'a aussi. pas abordé tout à l'heure, mais on a aussi la possibilité d'avoir un serveur utility, qu'on va appeler plus dans ce jargon-là, qui va gérer la licence, qui peut gérer le déploiement de toutes nos applications, aussi de toutes nos confs sur nos agents. Voilà, on a son état de santé à ce niveau-là aussi. Comme on a l'état de santé de nos agents, la version de nos agents, savoir s'ils sont toujours à jour ou pas. L'état de notre cluster d'indexeurs aussi. Ici, Et puis normalement, par exemple, les indés, je vous les avais montrés ici, comme ça, aux premières instances. Mais c'est parce que ici, c'est un serveur qui fait tout. Mais normalement, dans toutes les entreprises, il y aura un cluster d'indexeurs avec la liste de tous les index. et Après, du bon, coup, c'est des paramètres que côté admin, par contre. voilà, et c'est géré ici et du coup les index sont répliqués entre les différents indexeurs, quoi. Donc si on perd un index, enfin l'indexeur pardon, bah c'est complètement transparent pour l'utilisateur puisqu'il lui restera les autres serveurs. Pareil sur le cluster de SourceChain. On prend l'exemple d'Arval, on a 3 SourceChain qui sont en cluster. Bah, si on en perd un et que l'utilisateur était sur l'interface graphique de celui qui vient de tomber, ben, ça sera totalement transparent pour lui. Il aura basculé automatiquement sur l'autre serveur, sur chat qui est up à ce moment-là. Et les recherches ne sont pas perdues. Voilà, on continue à vivre et à fonctionner tranquillement, quoi.